Bonsoir à tous. Église du Monde porte son attention sur le Paraguay, petit pays enclavé d'Amérique latine. Réélu le 30 avril, le Parti Colorado, au pouvoir depuis plus de 70 ans, garde la mainmise sur le pays. Si le Paraguay connaît une stabilité économique, la corruption est endémique et les inégalités fortes. En témoigne la grande fragilité des peuples autochtones face à l'accaparement des terres. Et puis un autre défi, c'est l'éducation des jeunes, confrontés au manque de travail, à la violence ou encore à la drogue. L'Église proche des pauvres est un signe d'espérance dans ce pays. On va en parler dans un instant avec notre invité Martin Villaume, qui est chargé de partenariat Amérique latine au CCFD Terre solidaire. Mais pour commencer, quelques repères. Le Paraguay est frontalier avec l'Argentine, le Brésil et la Bolivie. Il compte 6,7 millions d'habitants environ. Sa capitale est Asunción. Et côté religion, eh bien, il est majoritairement catholique, environ 90%. Et ce sont les jésuites qui ont évangélisé au XVIe siècle les Indiens Guarani. Je retrouve notre invité. Martin Villaume, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir retrouvés. Alors, on va revenir effectivement sur cette actualité des élections, le 30 avril dernier. Ce qui est intéressant d'observer, quand on regarde un peu les pays de la région, pays d'Amérique latine, on se dit, tiens, il y a eu quand même des alternances. On a parlé de la vague rose dans certains pays qui ont aussi connu une dictature comme ça a été le cas pour le Paraguay. Mais il n'y a pas de changement politique. Comment vous l'expliquez ? C'est vrai que le Paraguay est assez à part en Amérique latine, parce que comme vous le disiez, ça fait plus de 70 ans que le même parti conservateur se maintient au pouvoir. Il y a une vraie emprise en fait sur l'appareil d'État, sur les fonctionnaires, qui est considéré comme un appareil partisan au service du parti. Donc c'est un système globalement clientéliste qui mène ce parti à se renouveler à chaque élection. Il y a eu une courte parenthèse progressiste de 2008 à 2012 avec l'ancien évêque Fernando Lugo, mais il a vite été destitué. Il y a aussi eu un manque de travail sur la mémoire, sur la dictature, qui a duré plus de 30 ans dans ce pays. Et il y a également des raisons, un verrouillage électoral, avec un scrutin à un seul tour, donc qui empêche souvent l'opposition de se réunir. Elle serait peut-être en position de l'emporter s'il y avait un deuxième tour, mais c'est souvent pas le cas. Et là d'ailleurs, le président qui vient de se faire élire a obtenu 43%. Au tour unique des élections. Donc peut-être qu'un deuxième tour aurait permis aux forces d'opposition de se regrouper. Alors qu'est-ce qui fait, selon vous, un peu la particularité du Paraguay, ce petit pays voilà, si on voit les voisins, il y a le Brésil, il y a ces gros géants, l'Argentine. C'est vrai qu'il est entouré par des géants. Il y a évidemment le Brésil, même l'Argentine. C'est un pays enclavé aussi, qui a une culture à part. En termes c'est un pays qui a une langue indigène comme langue officielle, le Guarani, même si aujourd'hui, ceux qui se reconnaissent comme peuple autochtone sont une minorité en termes de population. Mais pour l'identité paraguayenne, c'est quand même très fort cette dimension Guarani, cette dimension aussi liée au bien-vivre, à toute cette cosmovision des peuples autochtones. Et après, d'un point de vue politique, ce verrouillage par un parti unique depuis des décennies, ça a aussi permis d'offrir le pays aux investisseurs internationaux. Donc c'est un peu un laboratoire de l'agrobusiness. On parle parfois de République du soja. Donc les gouvernements successifs ont vraiment facilité l'entrée des investisseurs internationaux pour le soja, pour les OGM, pour l'élevage intensif. Donc aujourd'hui, c'est aussi un pays qui fait face à toutes ces situations très, très compliquées pour récupérer la terre, la défendre et faire face un peu à ce géant de l'agrobusiness. Alors, on va justement parler de ceux qui en souffrent le plus, de ces géants de l'agrobusiness. Ce sont les peuples autochtones. Dites-nous un peu, qui sont-ils au Paraguay ? Alors, au Paraguay, il y a 19 ethnies qui composent les peuples autochtones. Ça représente une part de la population assez faible, comme je le disais. C'est autour de 110 000 personnes pour une population de plus de 7 millions. Mais après, l'ensemble de la population au Paraguay est considérée comme métisse. Donc, c'est-à-dire descendants à la fois des Amérindiens et des Espagnols. Il y a deux groupes principaux chez ces peuples autochtones. Il y a le fleuve qui s'appelle Paraguay, le fleuve Paraguay qui sépare le pays en deux.
Et à l'ouest, c'est les plaines du Chaco, la Pampa, une région très sèche. On a plutôt des peuples autochtones nomades, de tradition de chasseurs-cueilleurs. Il y a même des peuples autochtones non contactés encore, mais qui sont aussi victimes de la déforestation massive. Et du côté oriental, c'est davantage des peuples de culture guarani. Ils sont plus nombreux en termes de population et c'est une vocation davantage agricole et sédentaire. Donc c'est ces groupes principalement et qui sont victimes vraiment d'une ostracisation structurelle de la part de l'État, un manque d'accès aux services publics. Et surtout pour la question de la terre, ils se défendent depuis des années pour tenter d'obtenir cette récupération. Et quel rapport est-ce qu'ils ont à la terre, ces peuples autochtones ? Un rapport très fort en fait. C'est dans leur cosmovision autochtone, au Paraguay comme ailleurs d'ailleurs, ils font partie de la terre, ils font partie du territoire, c'est vraiment une partie prenante de leur identité. Pour le bien vivre, c'est cette idée de vivre en harmonie avec, donc l'humain comme part de son territoire. Et la terre n'est pas considérée comme une ressource à exploiter. Donc c'est là où on voit toute cette opposition très forte entre à la fois cette pression, ces méga-projets agro-industriels, et cette vision de vie en harmonie des peuples autochtones qui est malheureusement mise à mal par tout l'avancée de ces méga-projets, agro-industrie, infrastructure aussi. Il y a des projets de routes pour traverser l'ensemble du pays. Donc c'est cette tension qui est très forte. Alors effectivement, comme dans les autres pays d'Amérique latine, les peuples autochtones du Paraguay subissent l'accaparement des terres. On écoute Lidia Ruiz Cuevas, qui est coordinatrice de Tierra Viva, un partenaire indigène du CCFD Terre Solidaire, qui est très engagé sur la défense de la terre. On en parle juste après. Tanto la iglesia que trabaja con población indígena y nosotros estamos sí preocupados por el contexto país. En la Constitución se establece que las tierras indígenas son indivisibles, son intransferibles, es decir, una vez que está a nombre de la comunidad, nadie puede tomarlo. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo el agronegocio que ha estado buscando figuras para trabajar en esas tierras o para sacarlo más directamente, han avanzado mucho y bueno, tenemos una preocupación tremenda que eso se profundice, que eso avance. A partir del deterioro que hay en los territorios, o sea, el Chaco está casi en primer lugar en deforestación, por uso de la deforestación permanente y que afectan hábitats tradicionales de la población indígena. Alors comment ces réseaux fonctionnent? Comment est-ce que vous, CCFD, Terre Solidaire, travaillez avec eux et avec aussi les groupes chrétiens qui peuvent agir sur place? Alors nous, on travaille avec Tierra Viva, une ONG indigène, des mouvements paysans. On travaille aussi en lien avec des pastorales parfois. C'est vrai que l'Église au Paraguay a une tradition jésuite très forte. Et il y a une pastorale indigène qui fait un travail très important de formation, d'accompagnement. Le travail principal, souvent, c'est déjà ce travail de formation dans un état défaillant d'un point de vue de l'éducation pour faire connaître leurs droits à ces communautés. Tierra Viva fait beaucoup de travail, en fait, pour déjà faire connaître leurs droits à ces populations. Le Paraguay a une constitution qui permet cette défense des droits. C'est ce qu'on entendait, oui. Oui, ils ont signé parfois des conventions internationales sur les droits des peuples autochtones, sur la consultation, mais tout le problème, c'est l'application de ce droit. Donc, il y a la formation, il y a aussi parfois aussi les cas en justice pour dénoncer, en fait, cette occupation des terres. La dictature aussi au Paraguay a permis au gouvernement de mal acquérir plusieurs millions d'hectares de terres. Donc c'est tout le débat pour la régularisation de ces terres-là. Et là, Tierra Viva et d'autres accompagnent ces communautés avec des juristes, des avocats. C'est des processus à l'échelle nationale du Paraguay et aussi au niveau international. Donc il y a la Cour interaméricaine des droits humains qui a déjà condamné le Paraguay pour non-défense des peuples autochtones. C'est remonté aussi au niveau des Nations Unies. Donc c'est un rythme lent, mais c'est déjà des victoires parce que ça a pu permettre parfois des restitutions de terres à ces communautés. Il y a eu des cas de restitution. Il y a eu des cas. Malheureusement, quand on regarde les chiffres, c'est assez limité en termes d'hectares, mais il y a déjà eu plusieurs centaines de milliers d'hectares qui ont pu être restitués grâce au travail de Tierra Viva et d'autres, surtout aussi pour obtenir des réparations financières parfois. Puisqu'une des autres priorités de ces partenaires, c'est aussi de promouvoir des alternatives.
dans des régions compliquées aussi d'un point de vue climatique. Le Chaco où travaille Tierra Viva souffre déjà beaucoup des vagues de chaleur, de sécheresse, et ça ne va pas s'arranger. C'est une région qui pourrait devenir inhabitable d'ici 50 ans. Donc il y a tout un travail à faire aussi pour secouer l'État un peu et l'amener à prendre des normes plus protectrices de l'environnement. Et après, promouvoir des alternatives. Donc ça peut être l'agroécologie. En tant que CCFD Terre Solidaire, on travaille beaucoup aussi sur ces alternatives, promouvoir l'agriculture familiale, paysanne, indigène, une exploitation respectueuse de ces ressources, pour l'auto-alimentation aussi, parfois pour générer des petits revenus quand cela est possible. Donc Tierra Viva et d'autres participent aussi à des schémas de commercialisation sur des foires urbaines. Donc c'est aussi tout cet ensemble d'activités pour, au-delà de la dénonciation, avoir aussi une proposition sur ces alternatives. Et finalement, des peuples qui sont aussi acteurs en fait, de changements Oui, complètement. Oui. Ça, c'est très important aussi pour tous nos partenaires et pour nous, évidemment, en tant qu'ONG, c'est que cette idée forte dans l'éducation populaire aussi, dans la théologie de la libération, c'est que on ne libère pas des personnes, c'est elles-mêmes qui sont en capacité de le faire. On parle beaucoup d'empoderamiento, il n'y a pas de traduction littérale en français, mais c'est cette idée d'empouvoirer les communautés, leur donner aussi les armes pour qu'elles puissent elles-mêmes être actrices de leur territoire et connaître leurs droits et les défendre. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, les capacités sont limitées pour un pays, même s'il est assez petit, mais il y a beaucoup de défis, c'est d'obtenir des changements sociaux. Donc après, c'est de faire ce qu'on appelle du plaidoyer, donc du travail d'influence pour que les lois changent au niveau du Paraguay, au niveau international, pour que les entreprises soient davantage aussi responsables des exactions. Est-ce que les entreprises, est-ce qu'il y a aussi des acteurs de la société civile qui appuient aussi ces mouvements-là pour qu'il y ait plus de régulation Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs déjà qui commencent à documenter tous les problèmes. L'agrobusiness et notamment les épandages aériens de pesticides, ça a généré d'énormes problèmes en termes environnementaux, aussi en termes de santé publique. Il y a eu plusieurs cas de maladies et de morts de personnes. Donc c'est essayer la première chose, c'est documenter ces cas, accumuler des preuves, publier, alerter un peu. Après, pour obliger l'État à réagir, à légiférer et à restreindre. Malheureusement, c'est toujours un gouvernement qui ouvre grand les portes à cet agrobusiness, qui a autorisé beaucoup d'OGM à rentrer sur le territoire et beaucoup de pesticides souvent interdits en Europe. Donc, c'est un travail continuel, mais c'est très important de le dénoncer parce que les conséquences sur les populations sont très fortes. Alors l'Église, c'est une voix assez forte qui montre ce visage d'une Église proche des pauvres, attentive aussi aux droits des paysans. Il y a cette figure au Paraguay, ce premier cardinal du Paraguay, puisqu'il a été créé tout récemment, c'était le 27 août 2022, Monseigneur Adalberto Martinez Flores. Qui est-il? On va le voir un petit peu en image aussi. Il est là. C'est vrai que c'est le premier cardinal du Paraguay. Ça montre aussi l'attachement du pape François pour les périphéries. Il connaissait lui-même très bien le Paraguay quand il était provincial des Jésuites en Argentine, pays voisin. Il y a fait une visite au Paraguay dès 2015. Et ce cardinal, il a eu un parcours très proche des migrants. Il a été travaillé auprès du cardinal O'Malley, aux États-Unis également. Donc il a cette fibre sociale, proche du peuple aussi. Après, il est dans un épiscopat très conservateur, comme ça arrive souvent en Amérique latine, mais il a eu des postures assez fortes pour dénoncer aussi les situations d'abus sexuels dans l'Église paraguayenne. Il y a des scandales à répétition et qui ont montré parfois l'inaction, voire la complicité de l'institution. Donc il y a des affaires qui sont sorties au Paraguay? Oui. Une question d'abus? Oui, exactement, et qui impliquaient directement l'Église et certains responsables. Donc lui, il a eu des positions très fortes pour dénoncer ces abus et appeler aussi l'institution à s'en emparer, à les condamner et à enquêter. Est-ce qu'elle l'a fait, ça, l'Église? Est-ce qu'elle a entamé ce travail-là? C'est en cours, c'est toujours insuffisant, mais c'est assez nouveau d'avoir en tout cas un leadership comme celui de ce nouveau cardinal, puisqu'avant, l'ancien archevêque d'Asunción était d'une tendance beaucoup plus conservatrice et qui
qui était proche aussi vraiment des mouvements de l'Opus Dei. Donc il y a quand même un changement dans le dialogue. Après, c'est trop insuffisant encore, mais c'est quand même un changement déjà du point de vue de cette nomination. On va parler d'un autre sujet qui est une difficulté, un vrai défi, un vrai enjeu. Au Paraguay, c'est la question de l'éducation. Et justement, lors de la dernière assemblée plénière des évêques, dans leur message final, ils ont dénoncé cet état critique du système éducatif national. Qu'en est-il ? C'est vrai que c'est vraiment un problème majeur au Paraguay. Il y a la moitié Plus qu'ailleurs ? Plus qu'ailleurs, ouais. Oui, plus que même dans des pays frontaliers d'Amérique latine, il y a un manque de volonté politique, en fait, déjà de la part de l'État paraguayen. Le fait que ça soit le même parti aussi qui soit maintenu au pouvoir, il n'y a pas vraiment de redevabilité, il y a beaucoup de corruption. Et on pourrait penser même qu'il n'y a pas un intérêt pour promouvoir cette éducation de façon plus globale au sein de sa population. Il y a la moitié des jeunes qui ne vont pas au bout de l'éducation de base. Il y a beaucoup d'absentéisme aussi, surtout dans les zones rurales. Beaucoup d'éducation formelle donc qui ne va pas à son terme. Mais on a vu d'autres pays, comme le Brésil, qui ont mis des programmes sociaux ambitieux en place, comme la Bolsa Familia, qui conditionnait le versement des aides sociales à l'école, au fait d'aller à l'école. Donc là, on voit quand même que c'est aussi lié à cette histoire politique du Paraguay. Oui. Et c'est aussi pour ça que ces défaillances du système formel, ça amène beaucoup de nos partenaires, comme Tierra Viva, Decidamos et d'autres, à appuyer l'éducation non formelle, populaire, parce que c'est un peuple qui est malheureusement, qui n'a pas tous les outils en main pour se défendre de ces défaillances en éducation. Et sans éducation, c'est un peu le premier des droits. On n'est pas à même d'exiger ces autres droits. Donc ça reste un problème majeur, notamment pour les femmes aussi dans l'accès à l'éducation. Alors justement, dans les réseaux actifs, un réseau d'églises, il y a le réseau Fe y Alegria, foi et joie, réseau d'écoles qui a été créé par les jésuites et qui est présent notamment au cœur des favelas. Alors ça, c'est vraiment un signe d'espérance dans ces quartiers. On va écouter Sœur Nancy, qui en est la responsable nationale. Estamos en una época de transición. Sabemos que la pandemia que nos ha afectado a todos no es la causante del rezago en la enseñanza-aprendizaje, sino que ha sido una detonante para poder descubrir la situación real de la propuesta educativa, de las pedagogías implementadas hasta ahora y de cómo ante esa situación entonces específicamente desde Fe y Alegría nos hemos reinventado, o sea, ha sido una ocasión de repensar nuestra propuesta para poder intentar levantar un poco, cambiar estrategias. Por eso estamos en un momento, desde 2 años ya, una formación intensiva de todos los educadores para implementar una nueva estrategia pedagógica que ayude a que el saber sea una construcción colectiva, eso es propio de Fe y Alegría, y desde una atención personalizada a los distintos casos, ¿no? Entonces, estamos con la interdisciplinariedad que tiene como estrategia pedagógica que apunta a ayudar a los niños y jóvenes a poder no solamente estudiar materia por materia, sino ser capaces entrenarlos desde la interdisciplinariedad para ser capaces de hacer frente a la realidad que es, como dice el Papa, poliédrica, que es plural, que no es monosituationnel. Voilà, donc on voit bien que effectivement, il y a des tas de choses à remettre sur pied. L'Église, elle a son réseau aussi d'écoles, j'imagine, d'écoles à travers le pays, qui sont des circuits qui sont quand même plus solides. Oui, l'Église, de par son histoire aussi, elle a une présence territoriale très forte et souvent elle comble le vide laissé par l'État qui n'est pas à même d'assurer sa mission de service public. Donc c'est vrai que ça reste un réseau très fort. Merci beaucoup Martin Villaume à vous. Pour cet éclairage. On continuera à suivre bien sûr ce qui se passe au Paraguay. Voilà, et on poursuit avec quelques autres informations dans le monde.
Le pape François a accepté aujourd'hui, 1er juin, la démission de Monseigneur Franco Moulakal, qui est évêque indien du diocèse de Julundur, qui se trouve au nord de New Delhi, la capitale. Il est âgé seulement de 59 ans. Une démission qui intervient dans un contexte particulier. Monseigneur Moulakal a été acquitté en 2022 dans son procès pour le viol présumé d'une religieuse. Emmanuel Macron a reçu le 30 mai le cardinal Béchar Haraï, patriarche maronite à l'Élysée. Il a appelé le Liban à sortir de l'impasse. Le Liban est en effet sans président depuis la fin du mandat de Michel Aoun il y a 7 mois et vit un effondrement économique majeur depuis 2019. Une crise qui touche aussi les écoles. Le père Youssef Nasr, secrétaire général des écoles catholiques du Liban, était à Paris aujourd'hui pour donner une conférence de presse à l'œuvre d'Orient. On l'écoute. Les conséquences actuelles de la crise, c'est qu'on a commencé à perdre quelques établissements scolaires. Il y a eu une annonce de la fermeture d'un établissement à Zahle. Il y a une annonce de la part des enseignants qui menacent de quitter les établissements scolaires. C'est de deux. Il y a le cri des parents parce que une bonne partie, un bon pourcentage des parents ne sont pas capables de payer la contribution due en dollars pour le fonctionnement de l'établissement scolaire. On a toujours besoin de ce sentiment de solidarité entre les deux peuples français et libanais, parce que je pense que les écoles catholiques sont engagées au service de la francophonie. Au Nicaragua, l'Église continue d'être opprimée par le pouvoir. 3 sœurs qui géraient un centre d'éducation ont été expulsées. Par ailleurs, la police a accusé l'Église de blanchiment d'argent et a fermé des comptes bancaires de plusieurs paroisses et diocèses. Durant la messe de Pentecôte, le 28 mai, l'archevêque de Managua, Monseigneur Brenes, a exhorté les fidèles à ne pas avoir peur dans les situations difficiles. Et on termine avec cette information qui nous vient des États-Unis. Le corps de la fondatrice des Bénédictines de Marie-Reine des Apôtres, sœur Wilhelmina Lancaster, a été découvert le 28 avril dernier dans un état de conservation exceptionnel. Une enquête a été ouverte par l'évêché de Kansas City, Saint-Joseph, pour établir une possible incorruptibilité du corps. Et puis avant de nous quitter, eh bien, c'est la chronique du monde. Et on retrouve sœur Juliette Ngueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad. Bienvenue au pays du Toumaï, disons bienvenue au pays du temps de la Pentecôte. Cette fois-ci, nous allons vous parler de l'engagement des nouveaux baptisés. Oui, dans beaucoup de paroisses, au moment de Pâques, il y a eu 200 baptisés, 300 baptisés, 400 baptisés. Mais que deviendront ces baptisés après le baptême? Beaucoup disparaissent dans la nature, mais la majorité sont engagés. Je prends l'exemple de la paroisse d'Atron 1 dans le diocèse de N'Djamena. Ces nouveaux baptisés ont été assidus chaque matin à la prière du matin, à la messe de chaque matin, et ils ont pris quelques engagements au niveau de la société. Par exemple, balayer le quartier, par exemple, faire le cours de soutien aux plus jeunes, par exemple, organiser des conférences. Et aussi, ils ont pris un pas positif en regardant dans le quartier les gens qui sont pauvres. Ils ont organisé, en lien avec la paroisse et tous les chrétiens, la journée Caritas, qui donne une attention particulière aux pauvres. Cela a été un moment de joie. Voilà comment au Tchad, le temps de Pentecôte est vécu avec le nouveau baptisé, dans la paix, dans la mission, participation, communion, comme le demande le synode de 2023. Merci beaucoup, sœur Juliette, et que je remercie pour toutes les chroniques assurées au cours de cette saison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Alors, je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Au revoir.